D'abord, ça évoque, je suis très émue par ce geste de la communauté juive de Paris, de France, parce que ça fait quand même déjà 79 ans à peu près que les choses sont passées, entre 42 et 44, surtout, enfin, le principal des événements pour nous, c'était entre 42 et 44, et donc ça va faire 79 ans maintenant, et 60 ans après la disparition de papa. Alors, on a toujours un peu peur que tout soit oublié, et puis voilà, que les gardiens de la vie ont pris ça en main, et je trouve que c'est absolument extraordinaire, donc ça me réjouit beaucoup pour sa mémoire. Je remercie tous ceux qui ont pris part à cette entreprise, quoi. Alors, un petit peu parler de papa, un petit peu expliquer peut-être quelles sont les forces qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. C'est ce que je pense c'est plus intéressant que raconter les faits, parce que les faits, je crois qu'ils sont connus, et enfin assez connus par les gens qui s'y intéressent. Peut-être dessiner la personnalité de papa, et d'essayer de voir qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. D'abord, mon père, quand il était orphelin très jeune, à l'âge de 7 ans, son père est mort d'un accident causé par une voiture à cheval. Enfin bon, les choses de cette époque-là. Et c'est son grand-père maternel, Alfred Lévy, qui était rabbin, d'abord grand rabbin de Lyon, ensuite grand rabbin de France. C'est ce grand-père maternel qui, en fait, l'a élevé de l'âge de 7 ans à l'âge de 14 ans. Quand mon père a eu 14 ans, le grand-père est décédé. Et je crois qu'il a eu beaucoup d'influence sur mon père. Surtout pour le fait que le grand-père, lui, il se faisait beaucoup de soucis pour l'avenir de la communauté française, la communauté juive française. Il y avait énormément d'assimilation complète à son époque. Et donc, le rabbin se faisait des soucis pour ça, et je crois qu'il a transmis à son petit-fils. Là, on est dans les années 20, n'est-ce pas? Comment? Là, on est dans les années 20, ce que tu es en train de raconter. Le grand-père, il est mort en 1919. D'accord. Et donc, papa, à 17 ans, il a fondé le mouvement EI, qui est ensuite devenu EIF, mais enfin, c'est quand même le même mouvement. Maintenant, je voudrais d'abord, avant tout, essayer de définir l'appartenance de mon père. Mon père a été très, très français. D'ailleurs, le grand-père aussi il se sentait très, très français. C'était une famille juive originaire de Lorraine, beaucoup de générations. Et donc, papa était très français, il était très attaché à la culture française, tout ce qui est français, mais en même temps, il était très juif, ce qui est assez rare. Il se sentait très juif, il se sentait très français. Je voudrais raconter une petite anecdote par rapport à ça, assez intéressante, quoi. Pendant la drôle de guerre, papa était ingénieur, officier en tant qu'ingénieur d'acoustique, et donc il faisait partie du génie français, et il était sur la ligne Maginot. Et il y avait tout un groupe d'officiers français, très typiques, quoi. Et il était très copain avec eux, en très bons termes, en très bonne harmonie, avec ceux qui travaillaient avec lui, quoi. Et ils sortaient ensemble le soir, enfin l'après-midi, ils allaient au café, ils discutaient, enfin, ils travaillaient aussi, bien sûr. Et donc papa se sentait très bien, très, très à l'aise avec eux. Mais le soir, une fois que les heures de travail étaient finies, il allait rejoindre une petite communauté juive qu'il y avait dans le patelin où ils étaient. Et là-bas, il y avait un groupe, je ne sais pas combien ils étaient, de juifs immigrés d'Europe centrale. Et papa se sentait très à l'aise avec eux et très en harmonie avec eux. Donc, il avait ces deux appartenances, en fait, qu'il sentait
étudiante en même temps. Mais un beau jour, quand il était avec les officiers français, ils étaient au café, alors papa leur dit, bon, aujourd'hui, c'est moi qui paye la tournée. Alors, un des officiers lui dit, mais non, Gamzon, garde ton argent pour quand tu partiras en Palestine. Il était complètement époustouflé par cette réponse parce que il savait que ça voulait dire que tu ne fais pas partie de nous, tu n'es pas une partie de nous, toi, tu appartiens à la Palestine. Et ça lui a fait, je crois, quelque chose d'assez important. J'ai l'impression que ça une part au fait que finalement, il a abouti ici en Israël. Et qu'il est mort en tant que chercheur de l'Institut Weizmann ici, ce qui n'était pas du tout dans ses projets avant la guerre. Bon, maintenant pour revenir au mouvement EIS, à 17 ans, il a fondé donc le mouvement Scout juif en France, et en fait, son but c'était de rendre les jeunes juifs plus actifs, plus motivés, plus responsables, plus attachés à leur peuple. C'était ça son but. Et ce qui est intéressant, que la devise des scouts en général et des EI en particulier, c'était « sois prêt, sois prêt ». De quoi sois prêt à quoi? Tout le temps, on parlait de « sois prêt, sois prêt, sois prêt ». Et bien, une fois que la résistance, la 6e, le maquis, tout ça sont avérés indispensable, le sois prêt a été vécu. Il a été vécu parce que tous les jeunes chefs, tous ceux qui avaient à peu près un peu plus que 17 ans à cette époque, se sont vraiment mobilisés pour la tâche de sauvetage de centaines, de milliers même de jeunes et d'adolescents, d'enfants, même de familles, en se mettant en danger de vie. Et en fait, il y a eu, je sais pas, 50, 60 jeunes chefs qui sont tombés, qui ont été tués pendant cette époque-là, en faisant ce travail de dévouement pour sauver des coreligionnaires. Et je crois que c'est le soi prêt qui leur a été inculqué par le scoutisme qui les a préparés à ça. Moi, je suis quelqu'un de très croyant et je sens que c'est vraiment des choses qui sont dirigées par en haut. Nos sages disent qu'à chaque génération, le Tout-Puissant plante des tzadikim, des justes, pour la génération en question. Et j'ai l'impression que tout ce qui a préparé mon père et ses émules, ses élèves, ses disciples, les chefs EIF, c'était aussi pour cette époque ce qu'on dit nos sages, que le Tout-Puissant prépare le remède avant le fléau. Et donc le remède déjà pour parer à ce qui allait se passer, c'était le soi prêt de Zéhi. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et c'est quelque chose qui a donné vraiment des résultats aussi extraordinaires et aussi qui a préparé, je crois, le renouveau d'un judaïsme plus vivant pour après la guerre. Donc tout ça sont des choses qui se sont enchaînées l'un dans l'autre, mais c'était avant tout, je crois, la personnalité de papa qui avait été, et qui nous a inculqué à nous aussi, le sentiment que la souffrance ou la détresse du prochain est plus important, beaucoup plus important que notre propre confort. Et ça, on l'a vraiment senti dans sa vie, dans sa façon d'agir, et il a, je crois, Hachem inculquer ça à ses enfants et à ses petits-enfants. J'en suis très reconnaissante et je crois vraiment que nous avons beaucoup de reconnaissance à avoir pour lui, pour toutes ces choses-là, que son souvenir soit béni. Amen. Avril 26 à Montargis-Loiret. Alors mon nom de naissance c'est Mélian Chenin, mais je suis appelé longtemps sous un autre nom parce que j'ai mal orthographié jusqu'à mon certificat d'études. Le prénom de naissance c'est Abraham, ils m'ont toujours appelé Mandou. À cette époque-là, je rentrais déjà d'une prison de Suisse, qui était ma première prison, j'avais 16 ans. Et donc j'avais fini par m'évader et revenir en France.
Et j'avais rendez-vous avec Castor sur le pont Napoléon à Moissac. Et ensuite, c'est Castor qui m'a monté à Chari, qu'on nommait Narsara à l'époque, qui était à quelques kilomètres à pied de Moissac, où il y avait un groupe de jeunes, de Khaverim, comme on disait alors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre rôle d'agent de liaison au sein du groupe Zéhid Chari? Ah ben ça, de transporter tout ce qui était transportable, ça pouvait être des pommes de terre, dans certains cas, surtout des faux papiers, bien entendu, des armes également, enfin tout ce qu'on avait besoin de transporter discrètement. Vous aviez une fausse identité à l'époque, est-ce que vous pouvez nous dire comment... Alors la première fausse identité que j'en avais une, mais que j'ai pas utilisée, François Michel de Luynes. Tout simplement parce que j'avais lu un bouquin de cette famille, sur cette famille plus exactement, mais que j'ai jamais utilisé en définitive. Ma première vraie fausse identité a été celle de Jean-Claude Rimbaud, sous laquelle Castor, qui m'avait amené à Chari, m'avait présenté comme étant le poète, etc. Alors j'avais rectifié que Rimbaud chez moi s'écrivait avec DLT à la fin, et que mon prénom n'était pas Arthur, mais Jean-Claude. Mais Jean-Claude. Alors vous avez été une nouvelle fois arrêté le 20 février 43 par la brigade spéciale de Vichy pour utilisation et fabrication de faux papiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter également? Ça oui, je me suis retrouvé à la prison de Moissac pour une stupidité, parce que la fausse carte d'identité que j'avais, la personne qui l'avait rédigée avait mis comme lieu de naissance la localité voisine du département concerné. Donc ça crevait les yeux. Ils ont essayé de me faire dire ma véritable identité, parce que c'était évident que c'était une fausse identité, mais on pouvait pas savoir laquelle. Et ça, de toute la guerre, 644, j'étais arrêté assez souvent. J'ai jamais ma véritable identité. C'est ce qui m'a sauvé. Et le 15 décembre 1943, vous avez été affecté au célèbre maquis de Vabre dans la compagnie Marc Agneau à Castres, sous les ordres de Castor. Quel souvenir vous en gardez? C'était la montagne noire, c'était assez cocasse parce que par rapport aux montagnes que j'ai pu connaître ou approcher, c'était effectivement très différent. C'était tous des jeunes, il y avait des garçons et des filles. Et notre chef à l'époque, c'était la maison d'Orsay portait son nom d'ailleurs. Gilbert Bloch. Alors ça c'était ensuite Gilbert Bloch a été arrêté, etc. Et ça s'est succédé. Moi j'étais rarement à Moissac parce que j'avais plusieurs domiciles à Moissac. J'avais d'abord Castor, chez qui j'ai habité un certain temps. Donc je me suis évadé du disciplinaire où Pubert, qui était la femme de Castor, et Castor m'a amené et m'a présenté à Moissac où je savais un peu de tout, quoi. J'étais l'homme à tout faire, je savais tout, je connaissais tout, j'ai beaucoup bourlingué dans ma vie, et ça a pas mal servi aux autres, et à moi aussi, parce que j'étais, disons, je passais de poète à garçon, déluré, quoi. J'étais toujours au vif du sujet. Et j'ai fait beaucoup de choses. Donc, c'est là où j'ai fait du transport d'armes, du transport de munitions, transport de faux papiers, de nourriture pour les gens qui vivaient dans les cabanes de vigne ou dans les forêts. Je faisais tout ce qui était faisable et tout ce qu'on avait besoin de main pour pouvoir le faire. Je n'étais pas le seul. J'avais les liaisons avec les maquis de la résistance. J'avais des liaisons avec les différentes bases. Un peu plus tard, j'avais pris de l'âge et des capacités. J'avais été délégué militaire de l'OJC de Toulouse auprès de celle de Paris. Donc je faisais la liaison entre les deux, quoi. Je naviguais toujours dans tous les coins, dans tous les centres possibles. Et ça me plaisait énormément.
Qu'est-ce qu'a représenté pour vous la 6e finalement? Et si vous aviez un message à transmettre à la jeunesse aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez, compte tenu de votre expérience? D'essayer de se trouver dans des situations comme celles dans lesquelles je me suis trouvé, et beaucoup de copains et beaucoup de copines aussi. C'était vraiment, ça pourrait pas être plus intéressant que ça l'a été, à tous les points de vue. Vraiment, c'était plus que passionnant. Nous avions des contacts à tous les niveaux, dans tous les milieux. Par exemple, moi j'avais beaucoup de contacts avec des curés et des pasteurs. C'est la région, c'était plutôt des pasteurs. J'avais des contacts avec des commissaires de police, avec des maires. Est-ce que vous avez eu peur parfois? Ah oui, là, je passe pour un phénomène ou un prétentieux. On choisit. Mais j'ai jamais eu peur de ma vie. J'ai jamais connu la peur de ma vie. Et pourtant, j'en ai fait des choses.